de cela. Dites-moi ce que le taximène de Matadi pense de cela. ICG, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ça se passe entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Ce sont des instances internationales. ICG, c'est un groupe de privés. Donc ne m'amenez pas à interagir avec des gens qui veulent simplement attirer l'attention sur leur expertise, entre guillemets, alors qu'ils ne connaissent rien de notre pays. Je ne répondrai pas à ces allégations de ICG. Par faute d'arguments, hein? Non, pas du tout. Ils n'ont rien à faire dans ce dossier. Alors, ce sont des mêle-tout et nous n'allons pas leur donner de la légitimité. Alors vous avez des arguments lorsque les derniers rapports d'un autre organisme, une autre ONG internationale, Amnesty International, qui vient de les publier et qui dit noir sur blanc que 2014 est une année noire pour l'Afrique. Lorsqu'on a écouté Alioune Tine, qui est le directeur du bureau de Amnesty International pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Il cite les Cameroun, il cite la Gambie, il cite le Rwanda, etc. Mais s'agissant de la République démocratique du Congo, il hausse les tons. Il dit, Alioune Tine, le directeur du bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, que la République démocratique du Congo est passée maître pour les arrestations des opposants, des membres de la société civile, condamnant comme ça pour avoir exprimé librement leurs paroles. Il fait allusion aux manifestations du 19-20 janvier dernier. Vous dites quoi, monsieur le ministre? Je répondrai à Amnesty International parce qu'il parle droits de l'homme, parce que c'est une ONG internationale qui se spécialise dans la défense des droits de l'homme. Je pense que, moi j'ai entendu l'exemple qu'Amnesty a donné, ça se rapportait à l'ancien député, M. Ewanga, qui n'a pas été arrêté à la suite des événements du 19 et 20 janvier. Donc il faut qu'Amnesty se renseigne mieux. M. Wanga a été arrêté et condamné bien longtemps avant que ces événements ne surviennent. Donc il ne faut pas lier ce qui n'est pas lié. À moins qu'on ne veuille simplement tuer son chien, alors il faut l'accuser de rage. Dire que Wanga a été arrêté suite aux événements du 19 et 20 janvier, ce n'est pas dire la vérité. Pour le reste, nous avons eu des événements qui ont secoué notre pays. Nous avons enregistré 27 morts. Nous avons enregistré de graves destructions de biens privés, de biens publics. Nous avons assisté à la paupérisation d'un État déjà pauvre lorsqu'on détruit des bus, etc. Est-ce qu'Amnesty veut nous dire que la nouvelle conception des droits de l'homme consiste à considérer un criminel comme un militant de la liberté, quelqu'un qui va brûler la maison d'autrui, dès lors qu'il fait un discours politique, ça peut arriver à nous obliger à avoir une attitude d'impunité, à lui garantir l'immunité parce qu'il a un discours politique. Quelqu'un qui va tuer un policier, ce sniper qui a tiré sur un policier, d'autres ceux qui ont lynché un autre policier, ceux qui ont tué des gens parce qu'ils voulaient préserver leurs biens qui étaient pillés, ceux qui ont fait tuer les autres en les amenant dans des dépôts ou des magasins ou des vigiles, les ont tués. Nous ne devrions pas faire des enquêtes, notre justice ne devrait pas les entendre, parce que ce sont les amis d'Amnesty, parce qu'ils donnent des informations à Amnesty. C'est quoi ça, cet état de droit qu'Amnesty veut imposer chez nous? Lorsque, en France, nous apprenons que le président Hollande, pas plus tard qu'il y a quelques jours, a annoncé la sortie des délits qui sont commis dans les réseaux sociaux du droit de la presse pour leur intégration dans le droit pénal pur, nous n'avons pas entendu Amnesty réagir. Mais lorsque nous décidons de protéger nos populations de l'utilisation des réseaux sociaux par des gens qui prêchent la haine raciale, allez tuer des Chinois, allez piller des Chinois, qui prêchent l'opposition entre Congolais, allez agresser des policiers, allez brûler le Parlement, et que nous prenons des mesures conservatoires, toutes les critiques, toutes les remontrances se déversent sur nous, mais en Europe on peut prendre des mesures conservatoires. Donc il y a deux mondes, il y a deux morales. Finalement Amnesty risque de perdre sa crédibilité à force de trop se mettre au service des schémas de néocolonisation. Parce qu'au fond, nous considérons que nous avons peut-être des problèmes chez nous, mais le grand problème dans ce continent africain, c'est la domination que ceux qui se
proclament les maîtres du monde aujourd'hui, veulent réinstituer 50 ans après les indépendances formelles que nous avons obtenues. Monsieur le ministre, quel effet ça vous fait comme ça d'entendre Alioune Tine, le directeur du bureau de l'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, parlant de notre pays, il ajoute que l'impunité est quasi totale en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. C'est que M. Alioune Tine ne suit même pas l'actualité en République démocratique du Congo, puisque même ceux à qui ce rapport est destiné doivent rire sous cap, parce que l'actualité chez nous est dominée par l'intense activité de la justice militaire. Cette justice qui a été mise en place pour justement sévir contre les abus commis par les hommes en uniforme et qui fonctionne à temps plein, surtout dans les zones de guerre. Nous avons reçu les satisfecit des grandes organisations internationales, des Nations Unies, par rapport au fonctionnement de la justice pour réprimer les infractions commises par les hommes en armes, justement dans des zones comme ceux de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc il vaut mieux ne pas céder à la mode. Vous savez, cette mode-là qui consiste à dire du mal. Le Congo bashing. Apparemment, Amnesty est contaminé par cette maladie. Vous savez, c'est des réseaux puissants qui ont déclenché le Congo bashing. Et donc, pauvre Alioune Dio, Alioune, comment vous l'appelez, Tine? Tine, oui. Vous savez, comme beaucoup de gens dans ces pays-là, ancienne colonie française, ils sont extrêmement fragiles à cela. Je crois qu'au Congo, on l'est un peu moins, il faut s'en féliciter. Est-ce que c'est l'impact de gens comme Lumumba, Lemzé Kabila, mais là-bas, apparemment, ils sont encore en train de vivre comme à l'époque de Yabon, Banani, Abouana. Monsieur le ministre, partant des déclarations comme ça qui n'arrêtent de ternir l'image de notre pays. C'est volontaire, excusez-moi de vous interrompre. Oui, le ternissement de notre image est délibéré. Plus des gens en Afrique essayent de prendre conscience de leur propre autonomie, plus ils revendiquent l'autodétermination et plus ils se font attaquer dans la confiance qu'ils doivent avoir en eux-mêmes. Le but poursuivi est idéologique. Faire perdre aux Africains, et surtout aux Africains subsahariens, toute confiance en eux-mêmes. Parce que si les Africains retrouvent la confiance en eux-mêmes, s'ils se convainquent, comme les Chinois l'ont fait il y a 20-30 ans, qu'ils ont eux-mêmes la clé de leur développement, eh bien il y en a qui perdent des opportunités. Et donc il faut regarder vers à qui profite ce crime-là de la décrédibilisation des Africains à leurs propres yeux. C'est un schéma qui n'est pas localisé quelque part. Il y a tout un réseau, il y a toute une sorte de religion. Il y a une école qui consiste à démontrer la supériorité du Nord et l'infériorité du Sud, et cela doit se passer dans nos têtes. On cherche à nous réduire dans nos têtes. Il faut toujours avoir ça en tête lorsque vous recevez des critiques avec des mots savants, etc. Quel est le but poursuivi? Tout ce que nous faisons est mauvais. Lorsque, en Belgique, des malfrats tirent sur un commissariat de police, sans même blesser un policier, et que des policiers de Verviers les prennent en chasse, et tirent sur eux et tuent 2 d'entre eux, alors qu'aucun policier n'est mort, on félicite les policiers, on félicite le gouvernement. Lorsqu'ici au Congo, des malfrats tuent 2 policiers, et que des policiers soit réagissent, soit arrêtent ces malfrats, vous voyez, il y a même des ministres belges qui se permettent de venir nous demander de ne pas arrêter ces gens-là, de ne pas les présenter à la justice. Mais c'est quel monde? Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi 2 morales? Pourquoi en Belgique la police peut se défendre? Pourquoi en France on peut contrôler l'Internet, mais au Congo on n'a pas le droit de défendre la police? Au Congo on ne peut pas prendre des mesures pour contrôler l'Internet, même si on commet des crimes par l'Internet. Il faut comprendre que ce n'est pas ce gouvernement qui est visé, n'importe quel gouvernement. Lumumba est mort depuis 50 ans, mais ceux qui l'ont tué, ce sont les mêmes, c'est dans le même esprit qu'ils sont en train d'attaquer actuellement l'actuel président. C'est les mêmes qui ont attaqué le président Laurent Désiré Kabila. Donc il faut sortir de sa petite personne et envisager les relations entre notre civilisation qui est en train de monter et ceux qui sont en phase de décadence et qui veulent s'accrocher à notre esprit, qui veulent s'accrocher à notre crédulité pour prolonger leur suprématie. Il faut faire très attention. Surtout vous les journalistes. Monsieur le ministre Lambert Mende, est-ce que c'est en droite ligne de ce que vous appelez la décrédibilisation des Africains
qu'on peut tirer également cette phrase de ce rapport de Amnesty International, le manque de leadership africain est synonyme de l'impunité en Afrique. Je ne sais pas de quelle impunité on parle. Il faut nous donner des cas. Il faut nous citer des exemples. Il ne faut pas lancer des mots comme ça génériques. Impunité, manque de leadership. Ce sont des mots. Nous voulons agir sur des faits. Y a-t-il un fait? Y a-t-il un fonctionnement de la justice congolaise qui fasse qu'on ne poursuit pas des militaires? Je vous ai démontré qu'on poursuit des militaires, mais apparemment Amnesty International n'a pas besoin de ça parce que ça ne donnerait pas du travail à Amnesty International. On dit que s'il y avait des juridictions, militaires condamnés sur Venef à Minova. Après cela, il y a eu plus de 100 condamnés pour d'autres cas. Et de toute façon, la justice militaire ne va pas aller demander à M. Alioune Tine le droit de condamner quelqu'un parce que la condamnation ne peut se faire que sur l'intime conviction des juges, pas sur la conviction d'Amnesty International. Il en est ainsi en Europe, il en est ainsi au Sénégal. Je ne vois pas pourquoi il doit en être autrement au Congo. Au Congo, les juges doivent aller tirer leurs convictions chez Amnesty International ou chez les amis de ceux qu'ils poursuivent ou chez les ennemis de ceux qu'ils poursuivent. Ça n'a aucun sens. Il faut arrêter de discréditer la justice congolaise de cette manière-là. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre, à dire, ou entendre dire que la République démocratique du Congo n'est pas isolé, mais que c'est le régime du président Joseph Kabila Kabange qui est isolé de ces faits. Mais isolé, quels sont les faits qui marquent l'isolement? Au sein de la communauté internationale. Quels sont les faits? La communauté internationale a engagé dans notre pays la première force Qu'est-ce que ça cache militaire. derrière? Excusez-moi, je vous dis qu'il n'y a pas d'isolement, à moins que vous n'examiniez pas les faits, que vous recevez des choses, que vous gobez, que vous rendez comme ça. Non, moi je ne gobe pas. Les spectateurs. Moi, je vous demande où est l'isolement? D'apporter des Nous éclairages. bénéficions de la première intervention en termes militaires de la communauté internationale. C'est ça le traitement qu'on donne à quelqu'un qu'on isole? Au contraire, nous sommes le chouchou de la communauté internationale. C'est peut-être un peu trop, ça nous étouffe. C'est pourquoi nous nous secouons un peu. Donc c'est le contraire de l'isolement. Où est l'isolement? Toutes les ambassades sont ici à Kinshasa. Où est l'isolement? Nous sommes membres de toutes les organisations internationales. Nous participons à toutes les réunions des organisations internationales. Nous sommes à la SADC, nous sommes à l'Union africaine, nous sommes aux Nations Unies. Les Nations Unies sont ici chez nous. C'est nous qui disons c'est un peu trop, essayez un peu de desserrer. Et on vous parle d'isolement. C'est tout à fait le contraire. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît même pas la situation. Nous ne sommes pas isolés. La République n'est pas isolée. C'est le gouvernement qui est isolé. Nous ne sommes pas isolés. Quels sont les faits qui indiquent l'isolement? Donc on lance des mots comme ça uniquement pour ridiculiser les gens, pour humilier les gens. Qui nous a isolés? Quand est-ce qu'on a été isolés? Qui s'est jamais retiré d'ici en disant nous ne travaillons plus ici? Ils sont tous ici. Nous avons même reproché à l'ancien envoyé spécial du président Obama dans les Grands Lacs de s'occuper un peu trop de nous et de ne pas s'occuper d'autres pays des Grands Lacs, celui qui vient de démissionner, M. Feingold. Donc il n'y a pas d'isolement, c'est tout à fait le contraire. Il y a étouffement. On parle d'isolement, mais on assiste pendant ce temps à Kinshasa, jusque dans l'arrière-pays, à un balai diplomatique. Donc il n'y a pas d'isolement, c'est un mensonge. Celui qui vous a dit ça, vous a menti. Il n'y a pas d'isolement. Amnesty International, Hitler a menti. Mais Amnesty a menti, parce qu'il ne sait même pas lire les faits. Nous sommes le pays le plus visité, nous sommes le pays le plus inscrit dans les agendas internationaux et il dit que nous sommes isolés, le régime est isolé. C'est un langage de politicien, ce n'est pas un langage d'analyste. Monsieur le ministre, alors, droits de l'homme, justice et l'affaire Vital Kamerhe avec la députée nationale Wivine Moleka, procès politique, instrumentalisation par le gouvernement de la République. Vous dites quoi? Bon, si M. Kamerhe est attrait devant un département du gouvernement, vous me direz lequel, pour que ce soit le gouvernement qui instrumentalise. Kamerhe fait peur. Excusez-moi, je vous dis, si Kamerhe est en train de comparaître devant un département du gouvernement de la République, à ce moment-là, on serait justifié à dire que le gouvernement instrumentalise quelque chose. Mais Kamerhe comparaît devant les cours et tribunaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement est accusé?
Kamere ne comparait pas devant le gouvernement, il comparait devant une institution qui est différente et indépendante du gouvernement. Et je voudrais ajouter un plus, sans commenter le contenu du procès, parce que ça m'est interdit déontologiquement, c'est que c'est M. Kamere qui a amené le dossier à la Cour suprême de justice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le gouvernement est responsable aussi des actes de M. Kamere. C'est M. Kamere qui est sorti des juridictions inférieures où l'affaire se déroulait normalement et a demandé à la Cour suprême de justice de dire le droit. C'est lui qui a saisi la Cour suprême de justice. Et maintenant, c'est le gouvernement qui est responsable, comme si c'est le gouvernement qui a demandé à la Cour suprême d'entendre M. Kamere et Mme Wivine Moleka. C'est M. Kamere lui-même qui est allé. Pourquoi est-ce qu'on trompe comme ça l'opinion? Est-ce que M. Kamere vous a dit que c'est le gouvernement qui a demandé à la Cour suprême de s'occuper de ce dossier? Donc on prend une initiative soi-même, et puisque la Cour suprême n'est pas obligée de faire ce que Kamere veut, ni ce que Mme Wivine Moleka veut, elle juge selon son intime conviction. Si Kamere veut diriger un jour ce pays, il doit respecter les fondamentaux de l'État. Et l'un des premiers fondamentaux de l'État, c'est la liberté de la justice. C'est l'intime conviction du juge. On ne peut pas commencer à insulter des juges, dire qu'ils sont à la merci du gouvernement, etc. parce qu'un juge, selon son intime conviction, estime que vous n'avez pas raison. C'est lui qui a amené cette affaire devant la Cour suprême. Il suffit que je vous dise cela pour que vous compreniez que c'est de la pure mauvaise foi que d'accuser quelqu'un d'autre, le gouvernement ou pas, d'être responsable du fait qu'aujourd'hui la Cour suprême s'occupe de ce cas. C'est M. Kamere qui a amené le cas devant la Cour suprême. Monsieur le ministre, c'est lieutenant, le lieutenant de Kamere parle de harcèlement politique parce que Vital Kamere allait en poupe dans la perspective des élections. S'il y a un harcèlement, excusez-moi. Et vous ferez peur. Excusez-moi. S'il y a un harcèlement, c'est qu'il y a quelqu'un qui harcèle. Mais il est devant qui? Qui est en train de, s'il dit harcèlement, il comparaît devant qui? Donc c'est la Cour suprême qui harcèle M. Kamere. Alors qu'ils adressent leur critique à la Cour suprême, pourquoi au gouvernement? C'est très facile comme ça. On a affaire à la Cour suprême qu'on a saisi soi-même, il ne vous donne pas raison, alors vous vous retournez parce que vous voulez profiter de la crédulité ou de l'ignorance des téléspectateurs ou des lecteurs de journaux pour dire c'est le gouvernement qui a amené Kamere devant la Cour suprême. Mais c'est lui-même qui est allé. Et s'il estime que c'est un harcèlement, mais il n'a qu'à s'en prendre à la Cour suprême. Il existe quand même des procédures de prise à partie. Lorsque vous estimez que vous êtes harcelé par une juridiction, ce n'est pas devant les médias qu'on vient s'en prendre au juge qui vous harcèle. Il faut aller devant la Cour suprême. Ils ont une chambre disciplinaire. Donc il faut arrêter de prendre les Congolais pour des idiots. Kamere a un recours dans ce cas-là, s'il estime qu'il est harcelé. Mais je pense qu'il sait qu'il n'est pas harcelé. C'est pourquoi il se contente de venir vous intoxiquer dans les médias dans l'espoir d'intoxiquer le public congolais. Les Congolais sont mûrs. Une autre affaire judiciaire ou politico-judiciaire, monsieur le ministre. Vous êtes vous-même, Lambert Mende, mis en cause l'affaire du dossier Claude Mouyambo avec son parti politique, les SCODE, et qui parle également des procès politiques dans les chefs des... On mettait un abus de confiance, on vous traîne en justice, ça devient un procès politique à partir de quand? Il faudrait quand même poser des questions, parce qu'il ne faut pas seulement rapporter ce que les gens disent. Si c'est un procès politique... Lambert Mende qui manie si bien la langue mondiale, on peut confondre aussi le mot Léona. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Moi, j'ai lu un procès verbal que le ministre de la Justice détient en sa qualité de responsable de l'action publique. Parce qu'il a un pouvoir maintenant sur la magistrature debout, pas la magistrature assise. C'est ça notre Constitution. Et donc, lorsque je lis un procès verbal, je ne fais pas de commentaires. Parce que le procès verbal est un document qui est public, qui est porté à la connaissance de tout le monde, des avocats, des partis civils, etc. Mouyambo est poursuivi pour stéliona et abus de confiance. Stéliona, c'est vendre un bien qui ne vous appartient pas. Et il a vendu des biens qui ne lui appartiennent pas selon le procès verbal. Ça ne veut pas dire que c'est déjà réel et qu'on doit le condamner pour cela. C'est le juge qui va décider si les poursuites que le parquet a mis dans son dossier sont confirmées. Mais alors, dire qu'il est poursuivi pour stéliona, où est le problème? On a confondu quoi? Il est poursuivi pour stéliona, mais il n'est pas condamné. Sera-t-il condamné pour stéliona? Il faut que le parquet convainque les juges que
il y a stéliona et que Mouyambo et ses avocats ne parviennent pas à convaincre le juge qu'il n'y a pas stéliona, à ce moment-là, il y a une autre étape où il devient condamné, auteur d'un stéliona. Mais maintenant, il est présumé auteur d'un stéliona. C'est ce que j'ai dit. Alors, démontrez-moi en quoi j'ai confondu quoi que ce soit, en quoi j'ai voulu influencer la justice. Donc, des mots sortent comme ça de la bouche des gens qui ont une connaissance très approximative des langues qu'ils utilisent. C'est vraiment ridicule. Stéliona, monsieur le ministre, vous savez que le secrétaire général du SCO de Mouyambo, vous menace, vous, monsieur Lambert Mende. Oh, je tremble de peur, mon Dieu. Secrétaire général de Mouyambo, ne me tuez pas, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Voilà, comme ça, il est content. Et votre collègue, Tambwe Mwamba, de vous traîner devant les tribunaux si vous continuez. Je croyais que c'était pour nous tuer. Avec vos déclarations fallacieuses. Mais vous savez, aller devant les juridictions, c'est un droit de tout Congolais. Même contre moi, même contre le président. Où est le problème? Allez-y. En espérant que vous allez convaincre la justice que nous avons fait un acte qui est contraire à notre devoir, qui est contraire au droit pénal et tout ça, et on nous condamnera. Mais peut-être que vous serez aussi condamné en action téméraire que nous allons entreprendre parce que vous nous aurez calomnié. Donc, il ne faut pas simplement le fait de dire je vais aller en justice et que vous avez résolu votre problème. Il faut convaincre la justice, il faut avoir de bons arguments pour aller devant la justice. Alors, une autre affaire judiciaire, monsieur le ministre, politico-judiciaire, on va dire, portée sur la place publique. On a entendu dire un député national, d'eux-mêmes, Jean-Claude Vouemba et Franck Diongo, que vous avez bouché les téléphones des membres de l'opposition, vous violez les immunités parlementaires. D'abord, je ne suis pas au courant qu'il y ait début de cette mesure de bouchage des téléphones de personnes qui ne sont pas enregistrées lorsqu'ils achètent des SIM. Il y a eu annonce que les gens devraient s'enregistrer, et je répercute encore cette annonce parce qu'il reste très peu de jours avant que cette mesure ne commence. Avant le début de cette mesure, je peux imaginer que des gens peuvent être bouchés dans le cadre d'une affaire judiciaire. C'est-à-dire si la police ou l'officier du ministère public vous poursuit pour avoir commis un acte délictueux ou un acte criminel en utilisant un téléphone, à ce moment-là, des mesures peuvent être prises par la justice. Mais il y a toujours des traces. Il y a toujours... Et le problème, c'est que si ce téléphone par lequel ce crime a été commis n'est pas répertorié, si vous n'êtes pas enregistré, je ne vois pas comment on peut même vous entendre. La tendance de la justice sera de fermer directement. Mais si il est enregistré, généralement, on entend la personne pour qu'il puisse apporter ses moyens de défense. Et donc, si cela n'a pas été fait, c'est un dysfonctionnement. Et ils ont toute la latitude d'aller, comme ils l'ont souhaité, devant la justice. Donc, il ne s'agit pas d'aller brailler pour cela. Il faut aller devant la justice et dire on ne m'a pas entendu, on m'a coupé. Maintenant, est-ce que ça a un rapport avec les immunités? Il ne faut pas exagérer. Les immunités, c'est les mesures de privation de liberté. Vous ne pouvez pas, monsieur Simplice, sortir de ce studio, prendre votre voiture, aller dans la rue, écraser un piéton et ne pas accepter qu'on saisisse votre voiture pour des raisons d'enquête par la police de roulage ou par le parquet, parce que vous êtes un élu. Ce n'est pas vous qu'on arrête, mais on peut saisir l'objet du délit pour empêcher un délit qui est en train de se commettre. Je vous donne cet exemple-là tout simplement. Vous écrasez un piéton, la police arrive, on dit oui, honorable, ça va, mais nous prenons le véhicule pour voir comment est-ce que vous ne pouvez pas disposer du véhicule maintenant parce que nous devons voir les mètres à partir du trottoir, est-ce qu'il y avait un feu rouge, etc. Mais on va vous priver de l'usage de ce moyen qui a été l'instrument de perpétration d'une infraction sans atteindre à vos immunités. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Les immunités, c'est lorsqu'on vous somme de comparaître, le Parlement doit absolument donner son approbation. Lorsqu'on veut vous condamner, vous juger, le Parlement doit donner son approbation. Moi, je suis parlementaire avant de devenir ministre. C'est pourquoi je le dis. Donc, il ne faut pas exagérer que
finalement, même votre voisin ne peut plus vous demander de balayer un peu la rue parce que vous êtes immunité parlementaire, etc. Il ne faut pas utiliser cela à tout bout de champ. Ça devient de l'abus. Comme ça devient de l'abus, ce n'est pas une caricature. Dire que vous pouvez utiliser un téléphone, commettre une infraction et que la justice ne peut pas boucher ce téléphone-là, sinon c'est atteinte à l'immunité parlementaire, allez poser la question à la justice, allez poser la question au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, on vous répondra. Mais venir seulement devant les médias, toujours la même, comme si c'est les médias maintenant qui résolvent tous les problèmes des Congolais. Non, je pense que c'est un travers dont nous devons sortir. Alors, on va terminer l'émission, M. le ministre Lambert Mende, sur ces sujets concernant les élections générales à venir. La CENI, on le sait, a déjà publié les calendriers électoraux global comme on l'exigeait. Mais c'est vous, les gouvernements, qui devez maintenant mobiliser les moyens, c'est ça, hein? Il y a le gouvernement, puis il y a les partenaires, il y a les maîtres du monde, ceux qui ont dit que l'argent n'est pas une excuse. Hein? L'argent n'est pas une excuse. Malheureusement, Fengold qui a dit ça vient de démissionner, mais bref, il y a la continuité de l'État. Et c'est l'État le plus en bonne santé financière qui le dit. On n'a jamais la main à la poche, monsieur le ministre. 20 millions de dollars. Oui, mais alors, nous avons besoin d'1 milliard. 1 milliard 150 000. Est-ce que ce n'est pas se moquer des gens? Je pense qu'ils feront plus. Ah bon? Mais en tout cas, le gouvernement a déjà commencé. Parce que qu'on se le dise, hein, les 1 milliard 150 millions, c'est un budget triannuel, parce que les gens font peur aux Congolais. Oui, comment est-ce qu'on peut trouver ça en une année? Non. Nous avons déjà libéré une partie de ce budget dans le budget 2014, qui a déjà été consommée. Il y a une autre partie qui est bloquée pour cette année-ci, et il y aura une troisième partie pour l'année 2016, auquel s'ajoutent évidemment ceux qui se veulent nos maîtres. Bon, qui se disent nos partenaires, mais qui agissent comme s'ils étaient nos maîtres. Nous les attendons. En espérant que 2015 et 2016 ne sera pas égal à 2011, où les partenaires ont promis monts et merveilles, mais 2 semaines avant, nous avons dû nous rendre à l'évidence, ils n'ont pas libéré plus de 8% de ce qu'ils ont promis, et nous avons dû nous taper 92%. Cela explique beaucoup de retard que nous avons dans d'autres secteurs. Cela explique beaucoup de dysfonctionnements que nous déplorons jusqu'aujourd'hui et qui nous ont amené même à restructurer la CNI, etc. Le problème des moyens promis mais non libérés. Donc nous devons absolument souhaiter que nos partenaires fassent ce qu'ils promettent. Il ne faut pas s'arrêter simplement aux effets d'annonce. Monsieur le ministre, l'opposition qui demande encore un calendrier plus global. Je ne sais pas, non, ils n'ont pas demandé un calendrier plus global. Oui. Non, vous ne les entendez pas bien. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils demandaient un calendrier global. Oui. La CNI avait mis à jour un calendrier partiel qui tienne compte justement de nos ressources. Vous êtes en retard, monsieur le ministre. Écoutez, je vous en prie. La CNI a mis en place ce calendrier-là. Ils ont dit qu'il faut un calendrier global. Après moult discussions, la CNI vient de publier un calendrier global. Et ils disent que ce calendrier est trop indigeste. Est-ce que ce n'est pas le mot? Indigeste. Indigeste, mon cher, c'est l'autre mot pour dire c'est trop global. C'est ça que ça veut dire. Indigeste, c'est trop global, donc c'est trop plein. C'est ça qui provoque l'indigestion, quand vous mangez trop. Donc c'est trop plein. Donc finalement, ceux qui disent cela, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Puisque lorsqu'on publie un calendrier partiel, ils disent ce n'est pas global. Lorsqu'on répond à leurs critiques et qu'on donne un calendrier global, ils disent c'est trop global. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, c'est ça. C'est ça, trop serré, c'est trop global. C'est trop global. Alors, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas du plastiflage. Et il faut respecter l'indépendance, c'est tout ce que je peux leur dire. Respecter l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Deuxièmement, il n'est pas vrai de prétendre que le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante n'est pas consensuel. C'est faux. Parce que le calendrier serait consensuel si la Commission électorale nationale indépendante n'était composée que d'une famille politique, que d'un camp. Or, l'opinion doit savoir que le président de la Commission électorale nationale indépendante vient de la société civile. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante vient de la majorité présidentielle.
Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante vient de l'opposition radicale, l'UDPS Tshisekedi. Jean-Pierre Kalamba. Et M. Kamere a un délégué dans cette commission. Et les autres groupes de l'opposition ont des délégués dans cette commission. Et d'autres partis de la majorité ont des délégués dans cette commission, y compris même mon parti. Donc, je ne vois pas en quoi on peut aujourd'hui prétendre que cette commission est contrôlée par la seule majorité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La commission est consensuelle. Les décisions de la commission sont consensuelles. Il faut se préparer à aller aux élections, puisque le gouvernement est prêt à jouer sa partition, puisque nous n'avons pas encore des signaux qui indiquent que la communauté internationale va nous faire faux bond, c'est que nous faisons confiance qu'elle va jouer sa partition. Il ne faut pas multiplier des prétextes au risque de devenir peu crédible. Vous demandez une chose, on vous la donne, et maintenant vous voulez autre chose, vous voulez revenir à ce que vous demandiez avant. Voilà ce que moi je peux dire à ce sujet-là. Respectons le caractère consensuel de la CENI, qui est réelle, et respectons son indépendance. Donc, si vous comprenez quelque chose, encore de la demande de l'opposition des postes posés les élections municipales, urbaines, locales. Oui, c'est de l'égocentrisme, tout simplement, parce que la postposition des élections locales, urbaines, provinciales est due au fait que certains membres de l'opposition n'y voient pas d'intérêt, parce qu'ils ne sont pas candidats à ces élections-là. Alors que la population congolaise veut, il y a eu des sondages qui ont été menés, notamment par la CENI. J'ai entendu le vice-président de la CENI en témoigner hier et ce matin à la radio. Ils ont fait des sondages avec les instituts les plus professionnels. La majorité des Congolais veut élire ses leaders de proximité. Alors, si on met la juxtaposition entre la volonté de tous les Congolais et d'une grande partie de la classe politique congolaise et la volonté d'une partie de l'opposition congolaise qui n'est pas prête à aller à des élections locales parce qu'elle n'est pas candidate à ces élections, qui dans l'espoir plus ou moins, je dirais, égocentrique, qu'ils vont peut-être avoir le pouvoir à la faveur de l'élection présidentielle, espèrent que devenus présidents, ils peuvent manipuler les élections locales qui viendront, modifier comme ça les attentes d'une population, modifier le calendrier que nos lois ont mis en place, puisque nos lois ont déterminé. Quand j'entends Fengol dire élection prévue par la Constitution, monsieur, un pays n'est pas dirigé seulement sur base d'une Constitution. Nous parlons de et le président, lorsqu'il prête serment, il prête serment de fidélité à la Constitution et aux lois de la République. Les lois de la République prévoient qu'il y a chaque 5 ans une élection locale, élection provinciale, élection sénatoriale, législative et présidentielle. On n'a jamais eu d'élection locale. Donc nous avons violé nos propres lois. Et quand la Commission nous dit d'aller d'abord pour remplir ce vacuum, ce gap que nous avons accumulé, elle a tout à fait raison, et il n'appartient pas à quelqu'un pour des raisons égoïstes. Il faut que je devienne président d'abord, encore que, c'est ce qu'ils seront présidents, il faut que je devienne président d'abord pour que je contrôle les élections locales, donc les élections locales seront envoyées, mais c'est comme si on veut tromper des enfants. Quel Congolais va se laisser manipuler par de tels arguments? On commence par les élections locales, et on monte vers les provinciales. Et on monte vers les législatives et les présidentielles. C'est ce que la Commission a décidé. Nous avons cédé tous les pouvoirs en ce qui concerne le calendrier électoral à la Commission. Elle a proclamé cela. Notre travail à nous maintenant, c'est de nous mettre ensemble, et c'est là que se justifie le dialogue. Et c'est là que nous pouvons être d'accord, même si c'est partiellement, avec M. Tshisekedi, sur comment trouver les voies et moyens pour rendre possible ce calendrier qui, quoique un peu difficile, n'est pas impossible à réaliser pour un pays comme le nôtre, étant entendu qu'une partie des fonds nécessité par ce programme a été déjà libéré en 2014 et qu'il nous reste 2 ans pour rassembler le reste. Donc comment arriver à mettre ensemble ces moyens? Comment pousser nos partenaires à débloquer les moyens? Et ce n'est pas dans cette désunion, dans cette espèce de charivari que nos partenaires seront encouragés à intervenir. Voilà quelque chose à quoi ce dialogue peut servir. Mais vous savez que même dans cette opposition radicale, il y en a qui ne veulent même plus entendre parler du dialogue, parce qu'ils ont peur des élections. Voilà ce que moi je peux dire. Alors quel est votre entendement, vous, par rapport à l'entendement de l'opposition relayé par certaines puissances étrangères, que c'est la présidentielle qui est la priorité
de ces élections générales? Je ne sais pas d'où il tire cet axiome-là, la présidentielle que nous avons eue déjà 2 fois, par rapport au local que nous n'avons jamais eu, alors que nos lois exigent que les autorités locales soient désignées par la population. Est-ce qu'ils ont écrit une autre loi? Est-ce que ce qu'ils disent a valeur de loi, puisqu'à l'époque de la Deuxième République, nous sommes un peuple habitué à ce genre d'abus. Un individu, parce qu'il est plus fort que vous, parce qu'il a des chars, vient, il dit ma volonté à force de loi. Donc la volonté des puissances là, les Fengord et les autres, ça devient maintenant une loi en RDC, puisque Fengord croit que l'élection présidentielle est plus importante. Nous allons violer nos propres lois et dire les élections locales ne sont plus importantes parce que Fengord ne les trouve pas importantes. Non, monsieur, c'est notre volonté. Les lois sont le produit de notre représentation nationale. Les élections locales sont aussi importantes que l'élection présidentielle et nous les aurons cette année-ci. Et on n'a pas dit qu'avoir les élections locales, c'est bloquer l'élection présidentielle. Ça, on ne l'a pas dit. Trouvons les moyens pour les avoir et c'est possible. Nous les aurons, il ne sert à rien de s'agiter. D'ailleurs, on a commencé déjà à les préparer. Alors, toute dernière question, avant qu'on se quitte, Monsieur le ministre Lambert Mende, le couplage des législatives et de la présidentielle, selon une frange de l'opposition, va sûrement conduire au fameux glissement du calendrier électoral. Vous en dites quoi? Mais moi, je pensais que c'est le découplage qui pouvait conduire au glissement, puisque le couplage, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser le même jour, au même instant, à moindre frais. Mais le découplage aurait consisté à organiser d'abord des législatives, les proclamer, puis commencer les préparatifs, de longs préparatifs pour la présidentielle. Je pense que c'est tout à fait irrationnel de réfléchir comme ça. Bien au contraire, c'est le couplage qui nous fait gagner du temps, d'où couplage des locales et des provinciales. C'est le couplage qui nous fait gagner du temps en 2016, d'où le couplage des législatives et de la présidentielle. Penser autrement, vouloir faire croire aux Congolais autre chose, c'est les prendre pour des dindons ou des oies sauvages. Ça ne tient pas la route. Beaucoup d'élucubration, Monsieur le ministre. Beaucoup de élucubration. Oui, trop d'élucubration, et je pense que la Commission électorale nationale indépendante doit rester tête froide, garder son professionnalisme. Je ne la défends pas, ce n'est pas ma mission. Je défends la loi congolaise et la constitution congolaise qui ont édicté l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Et j'appelle vraiment tous nos compatriotes, majorité, opposition, société civile politicienne ou société civile tout court, à respecter nos lois. Tout commence par là. Si nous prenons l'habitude de prendre des libertés avec notre constitution, puisque cela nous arrange, alors ça ne sert à rien de critiquer les gens parce qu'on les soupçonne de prendre des libertés avec la constitution. Ce que la majorité a fait jusqu'à présent, en dépit de fausses accusations, ça a été scrupuleusement de respecter la constitution, et la majorité n'attend pas autre chose des autres, ne supportera pas autre chose des autres, sinon le respect des prescrits de la constitution et de la loi. Voilà tout. Je peux considérer ça comme votre conclusion. Monsieur Lambert Mende Omelenga, porte-parole du gouvernement, est venu nous voir ce soir pour apporter tous les éclairages sur ces sujets qui vous préoccupent, nous les Congolais et même des étrangers qui s'intéressent à la marche de la vie de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Monsieur le ministre, à chaque fois de répondre à l'invitation des téléspectateurs des Nouvelles Donnes qui comptent par plusieurs milliers à travers le monde. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer et à réaliser cette édition. Les Nouvelles Donnes qui se terminent, à tous et à chacune. Excellente suite des programmes. Sinon, antenne et bonsoir.